Comment en sommes-nous arrivés là? Devons-nous craindre, en sus d'un conflit armé, des cyberattaques? La Russie est-elle isolée ou peut-elle compter sur des pays alliés? De quoi la guerre en Ukraine est-elle le nom? Pour répondre à ces questions et à d'autres, je vous propose d'accueillir la première table ronde qui évoquera donc la recomposition géopolitique en cours et les forces en présence. J'accueille donc avec un immense plaisir Brice Couturier, qui est essayiste, qui en sera le modérateur. J'accueille Frédéric Ancel, essayiste, géopolitologue, professeur de relations internationales et maître de conférences à Sciences Po. J'accueille également Asma Mala, qui est enseignante à Sciences Po, spécialiste des enjeux numériques. Jean-Louis Bourlange, monsieur le député, président de la Commission des Affaires étrangères. Et enfin, Marie Mandras, chercheuse au CNRS et au Centre de recherche internationale, professeure à Sciences Po. Bon, chers amis, bonsoir. Je vais me contenter de présenter les invités et de leur poser quelques questions pour qu'on gagne du temps, dans la mesure où ils n'ont que 10 minutes chacun pour parler, alors que le sujet est très vaste, comme vous le devinez. Mais j'aurais juste, moi aussi, faire une petite annonce. J'ai enseigné pendant une semaine à l'Académie de Mohyla à Kiev, il y a déjà une quinzaine d'années, dans le cadre d'un échange avec l'université de Marne-la-Vallée, et je garde un souvenir absolument ébloui des étudiants et des enseignants et des intellectuels ukrainiens que j'ai rencontrés là-bas. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que ce sont véritablement des Européens et que cette université est une des plus vieilles universités d'Europe. Je vais donc vous présenter immédiatement nos interlocuteurs. Jean-Louis Bourlange, vous vous présentez comme libéral, social et européen. Vous avez siégé au Parlement européen et vous êtes aujourd'hui à Paris le président de la Commission des affaires étrangères de notre Assemblée nationale. Frédéric Ancel, vous êtes professeur de relations internationales. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages savants consacrés en particulier à la géopolitique. Et justement, vous sortez aujourd'hui même un nouveau livre qui paraît aujourd'hui donc. Le titre de ce livre, c'est « Les voies de la puissance » et le sous-titre « Penser la géopolitique au XXIe siècle ». Marie Mandras, vous êtes une grande spécialiste de la Russie. Vous nous avez avertis, et je m'en souviens pour avoir animé des émissions de radio à France Culture, où vous étiez une des rares à nous dire la vérité sur ce qui s'y passait. À ce titre, vous avez travaillé à un niveau important dans notre ministère des Affaires étrangères. Vous êtes membre du CERI de Sciences Po. Vous animez l'Observatoire de la Russie et chez Odile Jacob, le même éditeur que Frédéric Ancel. Vous avez publié « Russie, l'envers du pouvoir ». Vous en connaissez long sur ce pouvoir en question. Asma Mala, vous êtes maître de conférences à Sciences Po Paris, où vous enseignez les enjeux politiques de l'économie numérique. Vous êtes une experte associée auprès de la Commission européenne et chercheur invité à l'Institut Mines Télécom. Alors, je voudrais commencer peut-être par poser quelques questions à Marie Mandras. Marie Mandras, beaucoup de nos experts qualifiés nous ont dit que Vladimir Poutine avait probablement sous-estimé les capacités de résistance des Ukrainiens. Est-ce qu'il s'attendait vraiment à ce que le peuple ukrainien accueille ses chars avec des fleurs? Merci Brice, merci Monsieur le ministre, merci Éric. C'est vraiment tellement important de pouvoir échanger en ce moment. J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, dire que je vis, moi, d'heure en heure. Donc, je ne peux pas ici faire des dissertations sur pourquoi est-ce qu'on a eu tout faux ou qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ou conceptualiser, comme certains, la stratégie. On ne sait pas ce qui se passe dans 2 heures. Nous savons qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de colonnes de chars qui sont pas très loin de Kiev.
je reçois de mes amis ukrainiens, et en particulier le député Grigory Nemiria, qui a été ministre des Affaires européennes de l'Ukraine il y a quelques années. Je reçois d'eux des photos, des messages. L'une des dernières photos reçues il y a 1 heure est une école de Kharkiv en ukrainien, complètement détruite. Et j'ai vraiment apprécié, Monsieur le Ministre, ce que vous avez dit sur les enfants, les jeunes. Il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants à Kharkov et à Kiev qui ont perdu la vie ces 5 derniers jours. Voilà. Donc nous parlons d'une guerre absolument monstrueuse, décidée par un clan. Et je crois que... Alors, oui, Brice, vous avez tout à fait raison. Le pouvoir, le clan poutinien ne pouvait rien prévoir. C'est le principe des dictatures. On s'enferme dans ses convictions, ses passions négatives. On désinforme tout le monde. On fait du fake news, de la subversion, et on en est le premier victime. J'ai rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine dans les années 2000, quand il était encore possible de parler avec lui. J'ai rencontré beaucoup de ministres. J'ai rencontré tous les opposants russes. J'ai été une amie d'Anna Politkovskaya et de Boris Nemtsov, qui ont été assassinés. Anna en 2006, Boris Nemtsov en 2015, il y a exactement 7 ans. Je rencontrais régulièrement Alexei Navalny avant qu'il ne soit empoisonné. Il aurait dû mourir. Puis maintenant, enfermé dans des conditions absolument intolérables et accusé de terrorisme. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est oui, ils n'ont pas anticipé parce qu'ils ne pouvaient pas anticiper et Vladimir Poutine lui-même ne pouvait plus anticiper. C'est-à-dire qu'il est maintenant, je pense, dans un état mental que tout simplement, il a la haine. Et comme il a les moyens militaires, financiers, d'exprimer sa haine, qui est contre les Ukrainiens, mais qui a été contre les Géorgiens, qui a été contre le peuple biélorusse depuis 2020, puisqu'il soutient le dictateur et il le maintient en place. Voilà. Et nous l'avions déjà vu en 2014, quand il y a eu la première invasion armée dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, et l'annexion très rapide de la Crimée, puisque la Crimée était déjà tenue par l'armée russe et les policiers russes. Donc ça, c'était évidemment très très facile de reprendre la Crimée. Déjà, à ce moment-là, j'ai suivi de très très près. C'est-à-dire que tous les matins, depuis des années, je lis les médias officiels russes, les médias indépendants, les médias ukrainiens. Et ils n'attendaient pas du tout au Kremlin que tous les Européens votent des sanctions, que nous avons revoté tous les 6 mois depuis 2014, en même temps que les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Japonais, les Néo-Zélandais et même les Israéliens. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que nous n'avons pas non plus, dans l'ensemble, voulu réfléchir et anticiper. C'est-à-dire que ça fait... Enfin, effectivement, moi, dans mon travail de chercheur, qui travaille sur ces pays, la Russie et l'Ukraine, depuis longtemps, qui est enseigné là-bas, qui vraiment est tout fait. Nous avons, par exemple, à Sciences Po, j'ai fondé avec Alain Lancelot, qui était le directeur de Sciences Po à l'époque, le premier master conjoint de Sciences Po avec le MGIMO, qui est un institut universitaire de relations internationales à Moscou. C'était en 92-93. Tout était devant nous, tout était devant les Russes, tout était devant aussi pour les Ukrainiens. Et je crois que déjà, ce que j'aimerais faire passer comme message, avant que nous continuions, c'est que tout ce que dit le régime poutinien est faux. Il y a eu une vraie révolution démocratique, état de droit, dans les esprits,
en Russie, en Ukraine, en Géorgie, depuis le milieu des années 1980. Et c'est l'arrivée du régime poutinien avec le KGB devenu FSB qui a renversé la grande évolution historique à partir de la première guerre en Tchétchénie, fin de 1994. Question peut-être pour une experte comme vous de la Russie et du déséquilibre interne au sein du pouvoir russe. On parle ce soir à Washington d'une mauvaise humeur dans l'état-major militaire qui dirige cette agression armée. On dit qu'une partie de la population russe est choquée par l'agression d'un pays avec lequel elle partage de nombreux liens et que les oligarques vont être ruinés par les mesures prises justement par l'Union européenne pour punir leur association avec Poutine. Pensez-vous que le pouvoir de Poutine en Russie puisse être ébranlé dans les prochains jours? Jamais? Peut-être? On disait autrefois que l'Union soviétique avait inventé la martingale du pouvoir absolu et définitif et que jamais plus on pourrait décrocher le Parti communiste de ce pays. Or, il est tombé quand même en 91. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose du pouvoir poutinien? Est-ce que ce n'est pas la faute de trop qui fait que face à la résistance de l'Ukraine, du peuple ukrainien, face aux mesures prises par la communauté internationale, par l'indignation des peuples démocratiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une chance que ça s'arrête? Depuis des années, je dis et j'écris que le régime Poutine est en mode survie. Nous observons le début de la chute du régime poutinien. Il n'y a pas une seule personne que je puisse vous citer aujourd'hui en Russie qui disent ou qui écrivent que c'est bien de faire la guerre contre ces Ukrainiens qui seraient gouvernés par des dirigeants néo-nazis qui seraient venus au pouvoir après un coup d'État sur la place Maïdan à l'hiver 2013-2014. J'étais moi-même sur Maïdan et j'y ai passé une semaine pleine avec les familles ukrainiennes qui étaient toutes là. J'ai été observatrice à l'élection présidentielle de M. Poroshenko à Odessa en 2014. Je suis un témoin de cette histoire et je parle la langue. Donc, bien entendu, vous pouvez me faire confiance. Il n'y a absolument personne. Les Russes sont contre la guerre. Ils sont contre l'engagement guerrier en Syrie. Ils ne veulent pas envoyer un fils ou un frère combattre. D'ailleurs, nous avons aussi des photos et des témoignages de conscrits qui ont été envoyés en Ukraine, qui ont été faits prisonniers hier ou avant-hier. Et certains ont eu le courage de dire « nous sommes contre cette guerre que fait notre président et nous aimerions que tout cela s'arrête ». Au sein des élites, nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant, mais j'observe ainsi que mes collègues et bien entendu une grave crise au sein des élites dirigeantes, celles qui sont autour de Poutine, à la fois dans les milieux militaires, dans les milieux du renseignement et bien entendu dans la diplomatie, les administrations et dans les régions. Parce que, comme disait Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev, le facteur humain, ça compte. Un dernier élément d'information pour vous montrer que c'est quand même un vrai travail d'essayer de comprendre comment les mentalités et les positions évoluent. Tous les matins aussi, je me branche sur TASS, RIA Novosti, tous les trucs. Il n'y a jamais un mot positif sur la guerre. Évidemment, il y a un mensonge sur les pertes russes en Ukraine. Hein. Elles se comptent par milliers, mais simplement le ministère de la Défense a dit il y a 2 jours qu'il y avait quelques pertes. Et là, j'aimerais vous inviter tous à relire un livre magnifique de l'écrivaine biélorusse, prix Nobel de littérature, Svetlana Alexeyevitch, Les cercueils de zinc. C'était les cercueils où on mettait certains, pas tous, les corps des soldats soviétiques envoyés en Afghanistan à partir de 1979. Merci Marie Mandras.
Mindras, Jean-Louis Bourlange, qu'est-ce qui motive réellement Poutine? Kissinger disait « Il veut reconstituer l'Empire russe et il ne peut y avoir d'Empire russe sans l'Ukraine et la Biélorussie ». D'autres disent « Il s'agit d'empêcher la contagion démocratique. C'est un très mauvais exemple pour le peuple russe d'avoir à sa frontière un État démocratique qui réussit ». À votre avis, quelle est la meilleure interprétation? Je crois que c'est un mélange des deux. En tout cas, la mauvaise interprétation serait de résister à la menace qui frapperait, qui étreindrait la Russie, menace qui est tour à tour attribuée à l'Union européenne et à l'OTAN, ce qui est évidemment totalement absurde. Je crois que là, il y a eu, et c'est quelque chose, j'insiste là-dessus parce que c'est la question que vous ne me posez pas, je crois qu'il y a quand même une très grande difficulté dans notre pays à envisager de façon froide l'OTAN, de même qu'il y a une très grande difficulté à analyser de façon froide l'Europe. Ni l'OTAN ni l'Europe ne sont des choses que l'on peut regarder comme le soleil et la mort, que l'on peut regarder en face. Et donc l'OTAN est devenue une sorte de diable, ce qui est absurde, et l'absurdité d'ailleurs éclate à travers la guerre, puisque si évidemment l'OTAN était quelque chose d'artificiel et de conquérant, et non pas quelque chose qui était ce pourquoi l'OTAN se donnait, c'est-à-dire un instrument de protection à travers la solidarité de l'article 5 pour des pays qui se sentaient menacés et qui avaient de solides raisons de l'être après avoir été soumis pendant 50 ans ou 40 ans au joug de l'Union soviétique. Si l'OTAN était cela, cette menace, la preuve a été faite qu'en réalité, il valait mieux être dans l'OTAN qu'en dehors de l'OTAN. Il valait mieux bénéficier de l'article 5 que d'en être exclu si on voulait assurer sa sécurité. En réalité, l'OTAN est quelque chose de totalement défensif. Nous avons été, le mot de finlandisation était malheureux, assurément, parce que ça ne convenait pas, je l'ai dit il y a longtemps, ça ne convenait pas, ça ne définissait pas du tout un statut satisfaisant pour l'Ukraine. La finlandisation est un statut négocié par les autorités finlandaises, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, qui consiste à maintenir leur autonomie politique, économique et sociale en échange d'une souveraineté limitée, d'une satellisation sur les enjeux de politique internationale. Ça a permis aux Finlandais de vivre relativement heureux et confortables et en liberté pendant des décennies. Il ne s'agissait pas de ça, mais on pouvait discuter d'un statut de l'Ukraine qui aurait été un statut... François Bujon de l'Étang avait dit, plutôt que parler de finlandisation, il faudrait mieux parler d'ukrainisation, ce qui était une bonne idée, c'est-à-dire un statut spécifique qui aurait évidemment entouré l'Ukraine de tout un ensemble de garanties. Si nous avons proposé ces choses, nous avons proposé un cadre général de sécurité. Le président Macron s'est dépensé sans compter, à mon avis à juste titre, car il faut toujours, ça n'est pas un signe de naïveté, que d'essayer de négocier. Ce qui est un signe de naïveté, c'est d'accepter des négociations dans de mauvaises conditions, comme M. Chamberlain en 1938. Mais ça, ce n'était pas le cas. En revanche, on a essayé de négocier et ça n'intéressait pas, évidemment, M. Poutine, parce que ce qui l'intéressait, c'était la combinaison des deux choses que vous évoquez, c'est-à-dire, et qui a été quand même très clairement documenté. Moi, je suis tombé de mon fauteuil, c'est pas mon fauteuil, hein, c'était encore au lit, en écoutant Renaud Girard il y a 2 mois expliquer qu'il n'était pas question que M. Poutine intervienne en Russie. Et d'ailleurs, tout un ensemble de gens l'ont dit, alors même qu'on avait le papier du 13 juillet dernier, on avait des déclarations de novembre, on avait des déclarations de décembre, on avait les propositions de traité qui étaient sur la table, on avait les invectives de Lavrov, on avait tout ce qu'il fallait pour être absolument édifié. Et en plus, il est évident que si Poutine n'intervenait pas, même si son intervention est ultimement rationnelle, il était logique au point où l'on était qu'il intervienne. Parce que s'il n'intervenait pas, il perdait la face et la partie. Il avait réintégré les États-Unis dans le jeu européen, alors ceux-ci
n'avait Dieu que pour le Pacifique. Il avait réveillé l'OTAN de sa mort cérébrale et attiré des pays comme la Suède et la Finlande tout près de l'OTAN. Et il avait constitué une nation ukrainienne en relation d'hostilité à l'égard de la Russie. Donc effectivement, il ne pouvait pas se satisfaire d'un bilan pareil. C'est pourquoi j'ai été très étonné, comme Marie, j'ai été très étonné au cours des dernières semaines de la légèreté avec lesquelles la plupart des commentateurs disaient « mais non, ça ira », etc. En revanche, il fallait négocier pour prendre au sérieux son alibi sur la sécurité. Et là, on voyait bien sur les documents de l'été et sur le fait qu'il ait commencé à réagir en réalité avec force, non pas après le sommet de Bucarest sur l'OTAN et le fait que, alors avec la maladresse, l'ankylose, les demi-mesures qui caractérisent les Européens, on avait dit pas tout de suite, pas maintenant, l'entrée dans l'OTAN. Les Américains disant il faut entrer. Enfin, globalement, on avait dit qu'on n'entrerait pas après avoir épuisé tout un ensemble de discussions avec M. Poutine. Bon, mais c'est pas ça qui l'a inquiété du tout. Ce qui l'a inquiété, c'est Maïdan, c'est le fait que des populations ont voulu prendre en main leur destin. Alors c'est vrai que la démocratie ukrainienne est très imparfaite, que la représentation nationale ukrainienne est pleine de fragilité. Mais malgré tout, c'est un pays qui, en plus, en choisissant Zelensky après avoir choisi Poroshenko, l'Ukraine a choisi quelqu'un qui est vraiment un héros du quotidien, un héros de Clint Eastwood. Vous voyez, ces héros qui deviennent des champions à partir de tout à coup, parce qu'ils sont placés dans des responsabilités étonnantes. Mais le choix fondamental pour l'Ukraine, c'était de savoir si elle s'orienterait vers le destin des pays de Visegrad, Pologne, Tchécoslovaquie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, avec des différences, parce qu'on voit bien que ces pays ont un rapport compliqué, parfois, avec l'Union européenne, mais vers cela ou vers la Biélorussie. Et lui, ce qu'il souhaitait, c'est que ce soit la Biélorussie, et je pense qu'il ne pouvait pas tolérer d'avoir aux portes de la Russie quelque chose qui soit un aussi éclatant visage du contraire du pouvoir, de la tyrannie kleptocratique qu'il avait instituée en Russie. Donc il me semble que c'est ça. Alors maintenant, sur cette base, le choix global, le choix d'intervention est totalement irrationnel. Il est irrationnel de manière, je veux dire en termes Clausewitz, enfin, Clausewitz dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Là, la guerre est la négation de la politique par d'autres moyens, parce que le principe fondamental, c'est que l'Ukraine et la Russie ne formeraient qu'un peuple ou des peuples extrêmement proches. Alors, il y a des relations, et la guerre consiste à les constituer en deux entités opposées, hostiles et irréductiblement ennemies. Donc il se met quelque chose alors, sur les épaules qu'il aura énormément de mal à gérer. Mais là où je suis très inquiet... Il y a une autre question que j'aimerais vous poser, parce que vous êtes en train d'épuiser votre temps de parole. C'est l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle double son budget de défense. L'OTAN, qu'on disait en mort cérébrale, se réveille d'un seul coup de Washington jusqu'à Paris, en passant par Berlin, là encore. Est-ce que vous, qui êtes un grand observateur de la scène européenne, vous pensez que l'idée d'une souveraineté européenne de défense que prône Macron depuis longtemps dans, il faut bien le dire, l'indifférence générale des capitales européennes, cette idée est en train de faire son chemin ou non, ce soir? Mais permettez quand même que je finisse en deux mots, parce que j'aime pas interrompre mon raisonnement. Je veux bien, quoi. Et ce que je crois que ça concluait à ça, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il s'est lancé dans cette affaire, avec l'état mental qui est le sien, qui a été magnifiquement décrit par Marie, il est évident que nous allons tous, et d'abord les Ukrainiens, souffrir. Que la seule logique est une logique de surenchère militaire. Il ne peut pas aller jusqu'à ce qu'il a fait à Alep et à Grozny, mais il va développer effectivement la violence. Il a la puissance militaire, il n'a pas la puissance politique. Il s'enfoncera par la violence militaire dans une impasse politique, et c'est une situation, il se met sur le dos un second Afghanistan, il se met sur le dos quelque chose que nous avons bien connu en France, qui s'est appelé l'Algérie en guerre, il se met quelque chose qui est ingérable.
Mais là où je rejoins votre question, cher Brice, votre seconde question, c'est que tout ça demande une seule chose de la part des Européens, quelque chose dont il n'est pas sûr qu'il soit extrêmement pourvu, mais qui est essentiel, qui est l'endurance, qui est la capacité à vivre dans le temps long. Richelieu disait que les Français étaient capables d'efforts immédiats et extrêmement brillants, mais ne tenaient pas la distance. Et je crois que là, nous devons tenir la distance. Je pense que les Allemands ont fait une mutation extraordinaire. J'ai un souvenir, d'ailleurs, je suis allé il y a 3 semaines à Berlin voir mes collègues de la commission des affaires étrangères du Bundestag. On a eu dans un premier temps une conversation, un échange officiel extrêmement académique, comme c'est souvent le cas quand on discute avec des Allemands. Ils sont extrêmement prudents, extrêmement maîtrisés. Et après, on a eu un dîner. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le restaurant s'appelait Paris, Berlin, Moscou, ou si parce qu'il y avait pas mal de vin à table. Mais en tout cas, on s'est vraiment lâché. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas rester dans cette situation où vous êtes de négation de l'enjeu géopolitique de la construction européenne. Vous ne pouvez pas continuer à faire semblant d'être de bons Américains, d'être des amis des Chinois, d'être des partenaires confiants des Russes. Il faut assumer. Macron le propose, il n'a pas que des qualités. Nous avons mal géré nos affaires budgétaires depuis 20 ans, mais nous le proposons. Et j'ai senti à ce moment-là que le courant passait, qu'il y avait quelque chose, et je trouve que non, qu'il y avait, dans cette petite réunion amicale, il y a eu quelque chose de prémonitoire de ce qui s'est passé dimanche à Berlin. C'est dimanche, je crois que M. Scholz a fait ce splendide discours, extraordinaire discours. Mais maintenant, et ça j'ai plus confiance dans les Allemands pour tenir la distance que nous, maintenant qu'ils ont fait le changement, oui, il faudra qu'on tienne la distance, qu'on accepte les conséquences très dures à certains égards des sanctions. Il faudra qu'on mène intelligemment la négociation sur le temps, qui est une négociation très importante, que le président Macron a engagée, profitant de la maladresse, moins qu'on puisse dire, américaine sur l'AUKUS, pour amener le président Biden à reconnaître qu'il fallait une participation européenne. Et là, je crois à la défense de l'Alliance. Et je crois que là, il y a des choses qui se passent, qui sont très, très lourdes de conséquences. Le grand changement, c'est le changement de l'Allemagne. Nous étions sur cette ligne depuis très longtemps. Si les Allemands s'en rapprochent, on pourra peut-être faire d'assez grandes choses. Merci. Merci Jean-Luc Bourlanges. Passons un peu à la cyberguerre. Dans un article récent paru dans Le Monde, vous écrivez à ce moment-là: l'objectif en matière de cyberinfluence est de garder le contrôle de l'information devenue ressource stratégique. Les actes de manipulation de l'information s'inscrivent dans cette logique en organisant la diffusion massive de contenus vrais ou faux destinés à orienter les perceptions psychologiques des populations ciblées. Est-ce que vous estimez que la campagne de désinformation lancée notamment sur les réseaux sociaux par les trolls poutiniens, par les usines à trolls qui nous inondent, est-ce que cette campagne, à votre avis, a réussi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'aimerais juste avoir un propos un peu introductif pour expliquer ce qui se passe en termes de guerre informationnelle. Okay. En réalité, le concept qu'on voit apparaître et dont l'Ukraine est le laboratoire, c'est le concept de cyberguerre qui est de plus en plus aujourd'hui documenté et qui vient en complément, voire en prémisse des formats de guerre plus conventionnels sur le terrain. Et dans cette cyberguerre, on a 2 grands volets ou 2 grands domaines, les cyberattaques, dont on va peut-être parler, et la guerre informationnelle qui se passe via les réseaux sociaux. Et de ce point de vue, et sur la partie informationnelle, la Russie a plutôt développé des techniques très sophistiquées en termes d'infiltration de l'écosystème informationnel occidental. Alors l'Ukraine, c'est un peu le point culminant de ces pratiques-là, mais en réalité, en 2017, lors de la campagne de présidentielle française, on a vu un certain nombre de fake news, de fausses informations ou de désinformations, c'est-à-dire des vraies informations mais qui sont décontextualisées, manipulées, et qui ont pu polluer, on va dire, la campagne présidentielle et avant ça encore, les campagnes américaines. Donc les Russes sont plutôt très familiers de ce type de pratique.
Évidemment, le conflit ukrainien ne fait pas du tout exception. Alors, si la question, c'est la question de l'efficacité, je suis assez dubitative pour une raison très simple, c'est que la guerre informationnelle à date a été plutôt perdue par la Russie. Pour une raison très simple, c'est que l'usage des réseaux sociaux, le format, la communication, la guerre des images a plutôt été gagné par Zelensky à date, qui est beaucoup plus jeune, qui manie beaucoup mieux ces codes-là. Là où Poutine a une communication beaucoup plus verticalisée, beaucoup plus traditionnelle et qui n'est pas du tout compatible avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle est vraiment basée sur la terreur et sur des méthodes beaucoup plus conventionnelles. Est-ce que je développe un tout petit peu les techniques ? Non, j'aimerais vous poser... Vous parliez de trolls. J'aimerais vous poser une autre question, et toujours sortie d'un article que vous avez publié dans Le Monde. Les leaders populistes de tous bords sont les idiots utiles des puissances étrangères hostiles. Est-ce qu'à vos yeux, il s'agit essentiellement de polariser les opinions publiques, de provoquer des divisions internes au sein de nos démocraties afin de les affaiblir de l'intérieur, comme on le voit, hélas, aux États-Unis qui sont parfois au bord de la guerre civile? Ou est-ce qu'il s'agit simplement de recruter, disons, une cinquième colonne à l'intérieur de nos pays, faite de gens qu'on achète parfois, il y a des corrompus, parfois simplement des idéologues, de manière à avoir une cinquième colonne à l'intérieur même de nos États pour nous attaquer de l'intérieur et préparer ce qui nous attendrait si nous le laissions faire? Alors les deux, mon capitaine, en fait, c'est exactement, en fait, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'ils font d'abord, en gros, pour expliquer un peu les choses, une guerre informationnelle sur les réseaux sociaux se passe en quelques étapes très claires et très, très connues. D'abord, on commence par construire le narratif. Le narratif, c'est le discours qui va venir créer de la confusion, de la polarisation, la brutalisation du débat public dans la population cible. Donc là, en l'occurrence en France, le narratif russe anti-français n'est pas tellement de dire que le modèle russe est génial, c'est plutôt de dire que le modèle démocratique français ne fonctionne pas. Et en fait, vu l'état en ce moment de l'opinion publique après 2 ans de Covid qui est un peu chauffé à blanc, on a vu les gilets jaunes, puis les convois de la liberté, etc. C'est sur ces communautés-là qui en fait se regroupent sur un certain nombre de plateformes qui ne sont pas forcément les plateformes mainstream qu'on connaît, Facebook ou Twitter, qui sont d'autres encore plateformes qui sont beaucoup plus petites, moins connues et sur lesquelles il n'y a strictement aucune censure, au contraire. Donc en fait, les anti-vax, la fachosphère, etc. Et donc ces gens-là vont être les relais, donc les trolls en fait domestiques, qui vont relayer ce type de discours et petit à petit, par capillarité, vont venir intoxiquer les médias, les réseaux sociaux mainstream, puis ensuite les médias mainstream. La doctrine Gerasimov, là on en est carrément à la stratégie du nom du chef d'état-major des armées russes, consiste, je cite, à employer des mesures politiques, économiques, informationnelles et autres moyens non militaires afin de briser les sociétés avant une intervention militaire directe. Est-ce que vous croyez que, aux yeux des Russes, nous sommes déjà entrés dans une guerre, puisque pour eux, il n'y a pas de différence totale entre l'état de paix et l'état de guerre, mais simplement un continuum, ou est-ce que vous pensez qu'il y a moyen encore d'une négociation possible avec des gens qui nous considèrent manifestement comme des ennemis? Alors, vous me demandez de lire dans une boule de cristal que je n'ai pas. En revanche, l'élément de réponse que je peux vous apporter, c'est ce qui se passe en ce moment en termes d'Internet. Et les expérimentations qui sont en train d'avoir lieu actuellement par l'armée russe, c'est une déconnexion ou un débranchage, on va dire, entre guillemets, de l'Internet ou de l'écosystème informationnel et des infrastructures technologiques russes de l'Internet global. Ça veut dire quoi concrètement en termes d'impact? C'est que tout d'un coup, on va avoir 2 cyberespaces qui vont être parfaitement distincts, avec 2 écosystèmes informationnels et technologiques parfaitement distincts, et en fait, avec la mainmise du Kremlin et de Poutine sur l'ensemble des réseaux parfaitement souverains et autonomes russes. Et donc, ils vont avoir le contrôle pur et parfait sur l'ensemble de la chaîne informationnelle, donc en fait, sur leur propre réseau, leur messagerie, leur cloud, etc. Comme en Chine, alors? Comme en Chine, c'est pas exactement les mêmes modalités, c'est pas non plus exactement les mêmes intentionnalités, mais le résultat est à peu près le même, si ce n'est que en ce moment, on est en guerre ou en conflit contre la Russie. Et donc, de ce point de vue-là, on va avoir 2 blocs qui vont se faire front, se faire face, et qui ne vont plus pouvoir peut-être communiquer. Et pour ajouter juste une dernière chose, pour rebondir sur l'actualité, en ce moment, on est en train d'étudier la possibilité de cesser la diffusion de RT et de Sputnik,
Alors, vous parliez tout à l'heure de continuum informationnel, oui, puisqu'en fait les réseaux sociaux communiquent avec les médias mainstream, et puis surtout les formats de ce type de chaîne en fait sont parfaitement compatibles avec les réseaux sociaux par les mécanismes de viralité. Et en interdisant en fait ce type de chaîne d'État qui diffuse de la propagande, le risque qu'on a, c'est d'aggraver en fait cette balkanisation du cyberespace et d'Internet, puisque une des mesures de rétorsion possibles, c'est que tous nos journalistes et nos correspondants doivent quitter ou soient chassés du terrain. Donc à ce moment-là, on aura vraiment d'une part une énorme difficulté à récupérer de l'information réelle et du terrain, et d'autre part à pouvoir être ou rester en contact avec la société civile. Merci Asma Mala. Frédéric Ancel, je cite votre dernier livre qui sort donc aujourd'hui, mais que j'ai déjà lu, vous remarquerez. Je le reçois avant, c'est pour ça. La Russie contemporaine est une puissance économiquement pauvre, mais riche de son révisionnisme revanchard, et on ne peut comprendre ses coups de force qu'assez tôt, écrivez-vous donc. Cela étonne bien des observateurs. Comment un pays qui n'a pas été capable de développer d'autres activités économiques que finalement l'exploitation de son gaz et de son pétrole, qui a un PIB qui, dit-on, est équivalent à celui de l'Espagne, comment un tel pays peut arriver à inquiéter des puissances militaires aussi colossal que les États-Unis d'Amérique? Expliquez-nous ce miracle. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord en introduction faire assaut d'humilité. Si l'une des leçons à tirer de ce qui se passe depuis plusieurs jours est peut-être même la leçon principale à tirer, c'est réellement celle de l'humilité, et je me l'applique. Pourquoi ? Parce que pendant un peu plus de 21 ans, 22 ans, Poutine a démontré à la fois beaucoup de brutalité et en même temps beaucoup de rationalité, beaucoup de pragmatisme. Moi, je suis docteur en géopolitique. On m'a appris à travailler sur Clausewitz, que Jean-Louis Bourlange a très justement cité tout à l'heure, le grand stratège prussien du 19e, qu'apprécie d'ailleurs particulièrement Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, au fond, le stratège est celui qui n'est pas sympathique, mais qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'il met en principe, je dis bien en principe, toutes les conditions de son côté pour, avant de lancer une initiative politique ou militaire, pour que ça lui rapporte davantage que ce que ça lui coûte. C'est aussi basique que cela. Et jusqu'à présent, une partie, en tout cas, des interventions politiques ou militaires de Poutine était assez tone. Et par conséquent, il y a encore quelques semaines, et là je rends grâce à Marie Mandras, qu'on aurait peut-être dû, on est beaucoup, hein, c'est ma seule consolation, on est quand même beaucoup à s'être trompé sur l'ampleur, en tout cas, de l'offensive poutinienne, qui, elle, écoute et lit en permanence et ne se contente pas en quelque sorte de la théorie géopolitique ou stratégique, on aurait dû vraisemblablement écouter davantage le Poutine, en tout cas la dérive poutinienne, je ne sais pas si le mot s'applique, de ces dernières années et de ces derniers mois. Et j'ajoute un point important, on ne peut jamais faire confiance à un autocrate. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui, indépendamment des théories géopolitiques et stratégiques, s'applique de manière, me semble-t-il, universelle. Je vous fais grâce de tous ceux qui, au XXe siècle, ont été à la fois des stratèges, mais aussi, finalement, de véritables bouchers, à commencer par Mao. Donc on a affaire là à quelque chose qui, me semble-t-il, est très important, c'est-à-dire beaucoup de prudence quant à l'empirisme qu'on a cru pouvoir déceler pendant, en l'occurrence, plus de 2 décennies, chez un type qui est, encore une fois, je le répète, brutal, mais qui entretenait une véritable forme de stratégie. Alors, pour vous répondre, Monsieur le Président, la Russie est une grande puissance pauvre. Les États-Unis sont une grande puissance riche. Pardon de filer la métaphore du joueur de cartes. La grande puissance pauvre, elle ne peut pas être vaincue militairement. C'est l'apocalypse. C'est-à-dire que le joker dont dispose, les 2 jokers dont dispose Vladimir Poutine, c'est le militaire avec 6000 têtes nucléaires, et puis le droit de veto au Conseil de sécurité dont il a usé il y a encore 48 heures, comme vous le savez parfaitement. Donc de ce point de vue-là, évidemment, ce sont 2 cartes maîtresses. Mais à côté de ces 2 jokers, il y a des 2, des 3 et des 4. C'est-à-dire que tout ce qui relève de l'économique, du financier et du diplomatique, regardez à quel point Poutine est seul
Alors évidemment, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y aura bientôt un vote et vous verrez une quinzaine, peut-être une vingtaine d'États s'abstenir, voire même voter en faveur de la Russie. Ah, écoutez, oui, enfin, si on considère la Transnistrie, qui d'ailleurs n'a pas le droit de voter, bien évidemment, puisqu'elle n'est pas reconnue comme un État, si on considère, et je vois Monsieur le Président qui ricane à juste titre, si on considère que la Biélorussie est un allié sérieux, alors oui, évidemment. Bon, si vous voulez, la grande difficulté de ce joueur de cartes qui ne dispose pas plus que de deux jokers, c'est de pouvoir lutter contre ce que nous pouvons lui opposer. Et attention, lui opposer des sanctions sans précédent du reste, des sanctions extrêmement lourdes qui en principe devraient le faire réfléchir, je dis bien en principe devraient le faire réfléchir, c'est à double tranchant. D'abord parce que rien n'indique que ça peut le faire reculer dans la mesure où son objectif, j'allais dire identitaire, de plus en plus halluciné, car les derniers discours, en tout cas ceux des dernières semaines, des derniers mois, sont des discours de plus en plus hallucinés. C'est, si vous voulez, une réponse, alors pour le coup, pragmatique et rationnelle, face à quelqu'un qui n'entretient plus ces qualités-là. Et puis le deuxième point, c'est, et on l'a vu, on le voit avec l'Iran depuis plusieurs décennies, on l'a vu tout au long du XXe siècle, des sanctions économiques, oui, bien sûr, ça touche beaucoup un régime, mais si ce régime politique se fiche totalement du bien-être de sa population, la population, elle en souffre, et le régime, il n'est absolument pas évident qu'il tombe, ni même d'ailleurs qu'il en souffre lui-même. Enfin, troisième point, la Russie peut inquiéter en dépit de sa faiblesse, une grande puissance pauvre, je le rappelle, par sa capacité de nuisance. La grande puissance pauvre n'est pas capable, donc, de peser, à l'américaine, notamment avec cette extraterritorialité juridique, judiciaire, technique, technologique, qui permet aux États-Unis et à un président américain sur décret, sans même avoir besoin de solliciter les chambres, de vous interdire, particuliers, entreprises ou États, d'utiliser à peu près n'importe quel outil, n'importe quel objet, dont simplement l'un des composants a été fabriqué sous licence américaine. Bon, là, la Russie, évidemment, est parfaitement incapable de faire cela. Donc, on empoisonne les caleçons des opposants, mais c'est pas très cher. Enfin, je ne sais pas à combien est la manite phalloïde, je ne sais pas non plus. Non, bon, non c'est pas très cher. On finance, sans les assumer d'ailleurs, on finance des groupes mercenaires, sans les assumer, qui se payent sur la bête. Ça ne coûte pas très cher, c'est Wagner, et on procède, et là je parle sous contrôle d'Asma Mala, on procède à des cyberattaques. C'est peut-être un tout petit peu plus cher de payer relativement bien des centaines ou des milliers d'ingénieurs, très franchement, je ne crois pas que ça grève le budget général de la Russie. Donc si vous voulez, on surjoue d'une capacité de nuisance en créant des leviers d'une part, d'autre part une véritable crainte, une peur, panique, et après tout, réagir face à la peur, c'est bien légitime, qui permet de pallier cette faiblesse. Et un dernier mot, si tu le permets, le problème de l'autocrate dirigeant une grande puissance pauvre, a fortiori lorsqu'il est manifestement en difficulté, parce que, manifestement, mais je parle sous le contrôle de Marie Mandras, Poutine avait mésestimé ou sous-estimé la conscience nationale ukrainienne, et où la volonté des Ukrainiens de résister à une intervention militaire de sa part, et à sous-estimer ou à mésestimer la résistance très forte, la volonté à la fois des Français, des Européens et d'autres États. Prenez le cas de la Confédération helvétique, enfin écoutez, c'est une première absolue, et de la Turquie, et je vous passe la Chine qui s'abstient, etc. Donc je pense qu'il y a eu toute une série, un dispositif, j'allais dire, de mésestimation, qui aujourd'hui le met dans la difficulté. Attention à la bête blessée. Non mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que la capacité de nuisance aujourd'hui d'un Vladimir Poutine, elle est, me semble-t-il, du moins elle menace d'être décuplée au regard même de ses difficultés. Il ne peut pas aujourd'hui tout arrêter en n'ayant pas remporté quelque chose de substantiel, au moins vis-à-vis de sa propre opinion publique, mais également vis-à-vis de nous tous. Or, s'il n'y parvient pas, je ne veux pas faire assaut de pessimisme comme j'ai fait assaut d'optimisme ces dernières semaines, je crains qu'il soit poussé à une fuite en avant, ne serait-ce, et je conclus, ne serait-ce que pour se préserver lui-même. Il sait parfaitement, et il y est très sensible, il sait parfaitement le sort réservé aux autocrates ayant chuté, a fortiori, lorsqu'ils ont perdu une guerre. Merci, on n'a que 2 minutes de retard, on a été très bon.